Et si le véritable visage de la justice africaine ne surgissait pas des salons feutrés de Washington, ni des couloirs labyrinthiques de Bruxelles, mais bien des rues poussiéreuses de Kampala, de l'écho des marchés surchauffés, et surtout, des voix qui refusent l'effacement, la peur et la résignation. Et si, pour la première fois depuis des décennies, la justice ne se décidait plus dans les chancelleries étrangères, mais dans le cœur battant de l'Afrique, là où la mémoire des ancêtres rencontre l'espoir ardent des enfants. Pendant près de 40 années, un silence pesant s'est imposé sur l'Ouganda. Ce silence n'était pas la paix, mais une chape de plomb, une camisole tissée de peur, de disparition et de menaces à peine voilées. Sous la dynastie Museveni, la répression s'est insinuée dans chaque recoin de la vie quotidienne, remplissant le vide laissé par l'absence d'opposition véritable. L'opposition, quant à elle, a été méthodiquement réduite au silence, parfois dans la violence, le plus souvent sous l'œil indifférent du reste du monde. Ce silence a permis à un régime de s'enraciner, de s'ancrer dans la routine du pouvoir absolu. Pendant que les familles pleuraient en silence les disparus, pendant que les rêves de la jeunesse s'étiolaient, l'Occident, lui, regardait ailleurs. Les chancelleries étrangères, ces temples de la diplomatie, ont troqué la justice contre une stabilité de façade et la dignité contre des intérêts qui n'étaient pas africains. Mais aujourd'hui, un frisson inédit parcourt les couloirs du pouvoir international. Pour la première fois, la machine mondiale de la reddition des comptes s'est mise en marche. Le Global Magnitsky Act cible désormais ceux qui se croyaient au-dessus de tout soupçon. Ce n'est plus une simple résolution sans conséquence, mais un outil concret et tranchant, dirigé vers les architectes de l'oppression. Prenons un exemple concret. Lorsque les sanctions Magnitsky ont été appliquées pour la première fois, c'était en réponse à des crimes en Russie. Mais aujourd'hui, leur portée s'étend jusqu'au cœur de l'Afrique, frappant non seulement les chefs de guerre, mais aussi leurs financiers, leurs complices, leurs relais à l'étranger. Dans le cas de l'Ouganda, c'est une véritable onde de choc. Les comptes gelés à Londres, les avoirs saisis à Dubaï, les visas refusés à New York. Le cercle se resserre. Le général Muhoozi, héritier désigné du régime, croyait à l'impunité infinie. Il se vantait sur les réseaux sociaux, affichant une fausse jovialité, certain de son invulnérabilité, tandis que la terreur continuait de comprimer tout espoir dans les rues de Kampala. Pourtant, sa toute-puissance chancelle face à l'émergence d'une voix inattendue, celle du capitaine Ibrahim Traoré, venu du Burkina Faso, qui incarne une rupture profonde avec l'ordre établi et bouleverse tous les pronostics. Ce n'est plus seulement une affaire ougandaise. La question est désormais africaine, continentale, voire universelle. L'Afrique se retrouve à la croisée des chemins. Choisir la dignité et l'émancipation, ou replonger dans l'éternel cycle des dynasties et des intérêts extérieurs qui l'enchaînent, génération après génération. Le choix n'a jamais été aussi existentiel. Se libérer ou rester condamné à l'oppression répétée, à la confiscation des rêves et des droits. Ce qui se joue aujourd'hui dépasse le simple sort d'un régime ou d'un homme fort. C'est le réveil d'un continent qui s'amorce. Pour la première fois, la justice ne descend plus des capitales étrangères. Elle s'élève des ruelles, des foyers, des écoles et des voix qui osent défier la soumission. C'est le cri d'un peuple qui refuse d'être condamné à l'oubli. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter le fil du temps, explorer les mécanismes historiques, sociopolitiques et économiques qui ont permis à ce système de s'installer si durablement. Pour saisir ce basculement, il est essentiel de mettre en lumière les rouages qui, patiemment et dans l'ombre, ont forgé l'impasse actuelle. Remontons aux années 80. L'Ouganda sort à peine de la dictature d'Amin Dada. Le pays est exsangue, la société traumatisée. Museveni arrive au pouvoir sous les acclamations d'une jeunesse avide de changement, promettant la démocratie et la stabilité. Mais très vite, l'idéal se fissure. Les lois d'exception deviennent la norme, la censure s'installe et chaque voix discordante devient suspecte. Ce scénario n'est pas unique à l'Ouganda. On le retrouve dans l'histoire du Zaïre sous Mobutu, en Guinée sous Sékou Touré, ou plus récemment au Soudan sous Bachir. La mécanique du pouvoir absolu se répète, inlassablement.
La paix de façade vantée à Kampala masquait une violence savamment orchestrée. Pendant des décennies, le silence apparent des rues a masqué une répression méthodique, planifiée depuis les plus hautes sphères de l'État ougandais. Mais ce vernis a volé en éclats une nuit dramatique. L'attaque contre la maison de Bobi Wine n'a pas seulement brisé des vitres ou des murs. Elle a mis à nu l'illusion finale de légitimité du régime Museveni. Ce fut un événement déclencheur, comparable à la prise de la Bastille en France ou à la mort de George Floyd aux États-Unis, qui a révélé la fragilité d'un système fondé sur la peur. Barbie Kyagulanyi, debout au milieu du chaos de son foyer saccagé, a livré au monde un témoignage bouleversant. Sa voix, tremblante mais intrépide, portait la douleur de milliers de familles réduites au silence par la peur. En quelques heures, son message a fait le tour du monde, relayé par des millions d'internautes, des ONG, des artistes, des parlementaires européens et africains. Pour la première fois, la terreur invisible qui oppressait les Ougandais avait un visage, une histoire, une portée internationale. Ce fut le début d'une mobilisation planétaire. Cette violence n'est pas une dérive accidentelle. C'est la marque d'un système rodé, perfectionné année après année. Un appareil de répression nourri par l'impunité, par la certitude de ne jamais rendre de compte, et par la puissance froide de l'État. Chaque contestation, chaque rêve d'émancipation, y était méthodiquement traqué, étouffé, broyé, à la manière des dictatures sud-américaines dans les années 70, comme en Argentine ou au Chili, où la disparition était une arme politique. Face à cette mécanique, le Global Magnitsky Act ne cible plus seulement un dirigeant. Il vise l'ensemble d'un engrenage. Les complices, les architectes, tous ceux qui ont bâti et protégé la terreur institutionnelle, y compris les fournisseurs étrangers de matériel de surveillance, les banquiers complices et même certains lobbyistes occidentaux. Ce n'est plus une opposition de façade, ni un simple duel entre leaders et dissidents, mais la révélation crue des structures profondes du pouvoir et de la violence. La crise ougandaise révèle aussi une complicité plus vaste, plus insidieuse, celle de l'Occident. Pendant plus de 3 longues décennies, les capitales européennes et américaines ont fourni véhicules blindés, gaz lacrymogènes, équipements de surveillance, formation stratégique à l'armée ougandaise. Tandis que les discours officiels appelaient à la démocratie, les transferts d'armes et de fonds se poursuivaient loin des regards. Ce paradoxe rappelle l'appui de l'Occident à des régimes autoritaires pendant la guerre froide, comme l'Afrique du Sud de l'apartheid ou le Zaïre de Mobutu, sous prétexte de lutte contre le communisme ou, plus récemment, contre le terrorisme. Depuis 1986, plus de 15 milliards de dollars ont irrigué la machine de guerre ougandaise sous prétexte de stabilité et de lutte contre le terrorisme. Mais cette stabilité s'est souvent traduite par la confiscation des voix, la surveillance permanente de la dissidence et l'enracinement d'un système où la jeunesse n'a jamais connu la liberté. Pour donner un exemple concret, lors de la répression des manifestations de 2020, des images satellites ont montré que les véhicules blindés utilisés provenaient d'usines européennes, tandis que les systèmes d'écoute électronique étaient fournis par des sociétés israéliennes ou américaines. Pour l'immense majorité des jeunes Ougandais, nés sous le règne de Museveni, la liberté n'est qu'un mythe transmis par des récits anciens. Leur quotidien est fait de checkpoints, d'arbitraires, de rêves suspendus, de réseaux sociaux surveillés, d'universités infiltrées par les services secrets. La libération, ils ne la connaissent pas. Ils n'ont expérimenté que la soumission imposée par la peur et la brutalité. Nombreux sont ceux qui, faute d'avenir, choisissent l'exil, à l'image de la jeunesse syrienne ou vénézuélienne. Fermer les yeux sur la complicité internationale, c'est accepter que ce cycle d'oppression se répète, ailleurs, sous d'autres cieux africains. C'est ignorer l'architecture globale qui alimente la dépendance et qui empêche l'émergence d'une Afrique souveraine et maîtresse de son destin. C'est aussi oublier les leçons de l'histoire, comme l'ont montré les indépendances confisquées dans les années 60, des accords secrets de coopération militaire à la France-Afrique. Mais cette prise de conscience ne fait que commencer. Au cœur de la crise, de nouvelles voix s'élèvent, déterminées à briser le cycle,
et à réveiller l'espoir d'un renouveau africain. Des mouvements citoyens naissent, comme People Power en Ouganda, Y en a marre au Sénégal, Balai citoyen au Burkina Faso, ou encore les collectifs d'étudiants à Alger. Tous partagent la même soif d'émancipation. Peut-on vendre le fouet d'une main et de l'autre, prétendre sauver l'esclave? Cette question, lancée par la voix grave d'Ibrahim Traoré à Ouagadougou, a explosé comme une grenade au cœur du récit occidental. Ce jour-là, la salle a compris qu'un point de bascule venait d'être franchi. Pour la première fois, l'Afrique ne réclamait plus la charité, mais exigeait la vérité, nue et brûlante. Ce moment rappelle, toute proportion gardée, le discours de Patrice Lumumba à la proclamation de l'indépendance du Congo, ou encore celui de Thomas Sankara à l'ONU. Traoré n'a pas applaudi les puissances pour leur réveil soudain. Il a exposé l'hypocrisie d'un système où les donneurs de leçons financèrent les bourreaux qu'il dénonçait devant les caméras. Par ces mots, il a tendu un miroir sans phare au monde. Ce que l'on nomme intervention n'est souvent qu'une oppression repeinte aux couleurs de l'humanitaire. L'histoire de l'Afrique regorge d'exemples similaires, de la Libye de Kadhafi à la Côte d'Ivoire de Gbagbo, où les interventions extérieures ont souvent aggravé les crises internes. Des décennies durant, la jeunesse d'Ouganda, et d'ailleurs, a appris à attendre le feu vert de Paris ou de Washington pour oser rêver. Mais aujourd'hui, elle pose une autre question. Pourquoi demander la permission de vivre? Ce n'est pas la soudaine compassion des chancelleries occidentales qui fait trembler les vieux pouvoirs, mais la contagion d'un courage neuf, celui qui refuse la résignation et l'attente. Un courage similaire à celui de Nelson Mandela face à l'apartheid, ou de Wangari Maathai face à la déforestation et au patriarcat au Kenya. Le modèle du sauvetage extérieur se retourne contre ses architectes. Derrière la façade, on découvre que l'oppression ougandaise n'est pas un accident, mais le fruit d'une dépendance savamment entretenue. Les blindés, les gaz, même les discours paternalistes viennent souvent des ateliers d'une coopération à sens unique, où le bâton voyage plus vite que la main tendue. Cette réalité rappelle la situation du Chili sous Pinochet, où la CIA soutenait le régime tout en dénonçant la dictature. Face à cette contestation, le régime de Kampala vacille. Sa riposte n'est pas que diplomatique, elle s'organise dans l'ombre des casernes. La stratégie de forteresse se met en place. Quadrillage, arrestations ciblées, coupure d'Internet, propagande élevée en muraille. Le pouvoir sent sa légitimité lui échapper. Il serre les poings, prêt à tout retenir, comme l'ont fait les militaires au Myanmar en 2021. Les sanctions internationales tombent comme un coup de tonnerre. Mais la vraie bataille se joue ailleurs, dans les consciences des soldats, dans les silences des familles, dans le refus d'une jeunesse d'hériter du silence. Laisser ce système perdurer, c'est condamner toute une génération à la soumission, à la confiscation de ses rêves, à l'éternel recommencement des chaînes. C'est aussi risqué, comme en Libye ou au Soudan, une explosion incontrôlable qui déstabilise toute la région. L'Afrique se tient à la croisée des chemins, choisir l'autonomie ou s'enfoncer dans la répétition du drame. Mais déjà, dans les entrailles du pouvoir ougandais, une fracture profonde commence à fissurer la carapace du régime. Comme dans la Roumanie de Ceausescu, les premiers signes de dissidence apparaissent là où on les attend le moins, dans l'armée, la police, les cercles familiaux. Dans les coulisses, des voix discordantes émergent au sein même du pouvoir, fissurant l'unité apparente du régime. Cette brèche pourrait bien ouvrir la voie à un bouleversement plus vaste. On se souvient de la chute du régime Ben Ali en Tunisie, précipité par la défection de hauts gradés et de conseillers. Quand la peur ne suffit plus à acheter la loyauté, que reste-t-il à un régime bâti sur l'intimidation? Dans chaque bureau, chaque couloir du pouvoir à Kampala, la même angoisse rôde. Le système vacille, non sous la menace étrangère, mais sous la colère d'une jeunesse qui refuse de porter la honte héritée. Cette dynamique a été observée en Ukraine en 2014, lors de la révolution de Maïdan. Le plan Forteresse Ouganda s'enclenche. Suspension de la Constitution, blackout total d'Internet, disparitions orchestrées, répression aveugle.
Le régime s'enferme dans sa propre forteresse, prêt à plonger la nation dans l'obscurité pour survivre. Mais cette brutalité ne rassure plus personne dans les casernes. Au contraire, elle isole le pouvoir, le prive de toute lucidité face aux fissures qui traversent l'armée. Cela rappelle la stratégie de la terre brûlée adoptée par certains régimes en fin de parcours. Derrière les murs, de jeunes officiers doutent. Servir une dynastie qui confond État et patrimoine familial n'a plus de sens pour ces soldats nés longtemps après la prise de pouvoir de l'ancien héros. Nombre d'entre eux regardent vers le Burkina Faso, le Mali, le Niger, où l'armée a brisé les chaînes de la soumission. Le nom d'Ibrahim Traoré circule dans les rangs, porteur d'un espoir de rupture et de dignité retrouvée. Cette circulation des idées rappelle celle du printemps arabe, où le succès tunisien a inspiré l'Égypte, la Libye, la Syrie. La sanction Magnitsky frappe en plein cœur. Les comptes gelés à Londres, les accès barrés à Washington, l'exil forcé des enfants du régime. L'argent qui faisait taire, qui achetait l'obéissance, s'évapore. Sans ce carburant, la discipline militaire se lézarde. Les promesses dorées du régime ne valent plus rien quand les flux financiers se tarissent. On se souvient du sort des proches de Ben Ali, contraints à l'exil et privés de leurs avoirs après la révolution tunisienne. Mouhouzi, le fils héritier, incarne la fragilité du pouvoir. Son image de prince Twitos, ses gaffes, son incapacité à rassembler même ses propres officiers, révèlent les failles d'une dynastie maintenue à bout de bras par la peur. Là où l'armée voyait autrefois la continuité, elle ne perçoit plus qu'un poids mort. C'est le syndrome de la succession monarchique dans un système républicain, comme on l'a vu en Syrie avec Bachar el-Assad. Le choix devient brutal. Embrasser le changement, ouvrir une transition guidée par la dignité, ou précipiter la ruine, quitte à faire sombrer tout le pays dans la tourmente. La fracture militaire n'est plus une menace lointaine, mais une réalité qui gronde aux portes du pouvoir. L'histoire récente du Soudan, où l'armée a fini par lâcher Omar el-Béchir sous la pression populaire, en est une illustration frappante. Si l'armée bascule vers la confrontation, c'est toute la structure sociale et politique ougandaise qui risque de s'effondrer. La contagion pourrait s'étendre, emportant les vieux régimes voisins et réveillant partout l'aspiration à la souveraineté. Ce phénomène est comparable à l'effet domino observé dans les Balkans après la chute du mur de Berlin. Pourtant, alors que l'explosion semble inévitable, une autre résistance émerge. Discrète, risquée, mais irrésistible. La désobéissance silencieuse. Les ordres ne sont plus exécutés, les chaînes de commandement se désagrègent, la peur change de camp. Le système, frappé en son sein, découvre que la dignité ne s'impose pas, elle se conquiert, comme l'ont montré les casserolades du Chili ou les marches silencieuses d'Alger. La mèche est allumée. Mais le feu, parfois, suit des chemins inattendus. Quelque chose d'irréversible commence, loin des calculs du régime et des regards étrangers. L'histoire regorge de ces moments de bascule, où la peur s'effondre d'un coup, et où l'espoir devient contagieux. Le vent de la dignité qui souffle sur l'Ouganda n'est pas un cas isolé. Partout sur le continent, la soif d'autonomie et de justice s'affirme, dessinant un nouvel horizon africain. On le voit dans les mouvements pour la restitution des œuvres d'art, dans les débats sur la monnaie unique, dans la montée des entrepreneurs numériques africains. La clé de la liberté n'est jamais tombée du ciel. Elle a surgi entre les mains de ceux qui étaient censés rester à genoux. L'histoire du Ghana de Kwame Nkrumah, du Mozambique de Samora Machel ou de la Namibie de Sam Nujoma en est la preuve éclatante. Beaucoup s'attendaient à voir tomber le régime sous le poids d'une intervention étrangère ou des menaces internationales. Pourtant, la rupture est venue du cœur de la société ougandaise. Un matin, la peur s'est fissurée, les ordres sont restés lettres mortes, et la foule a osé murmurer puis crier « non ». Ce fut le même déclic qu'au Burkina Faso en 2014, lors de la chute de Blaise Compaoré. Les instruments de contrôle, matraques, fourgons, barrières, ont changé de camp. Ils ne servent plus à enfermer, mais à protéger, à ouvrir les portes verrouillées depuis si longtemps. On pense ici à la protection des manifestants par certains policiers en Tunisie ou en Égypte en 2011. Barbi Kyagoulani, visage de la résistance civile,
traverse aujourd'hui les couloirs du pouvoir la tête haute. Là où l'on murmurait jadis sous la menace, sa voix claire inspire une génération entière, avide de justice. Elle rejoint la lignée des grandes figures africaines de la lutte non violente, comme Ellen Johnson Sirleaf au Libéria ou Leymah Gbowee, prix Nobel de la paix. Ce réveil dépasse les frontières. À Ouagadougou, à Dakar, à Nairobi, des jeunes découvrent qu'ils n'ont pas à accepter le sort imposé. Ils refusent désormais de mendier leur dignité. Le modèle Traoré n'est plus l'apanage d'un seul peuple. Il devient une étoile pour toute la jeunesse africaine, en quête de souveraineté. Ce phénomène de contagion des luttes rappelle celui des mouvements Black Lives Matter aux États-Unis, qui ont inspiré des mobilisations en France, au Brésil, en Afrique du Sud. La liberté n'est jamais donnée, jamais gratuite. Elle s'arrache, parfois dans la douleur, souvent dans la solidarité et la ténacité quotidienne. Croire qu'elle se reçoit d'une main étrangère, c'est accepter de la perdre au premier souffle. Les révolutions de velours en Europe de l'Est, la lutte pour l'indépendance en Algérie, le boycott des bus à Montgomery, toutes ces histoires nous rappellent que la dignité se conquiert de l'intérieur. L'Ouganda n'offre pas qu'un avertissement contre la résignation. Son histoire est un flambeau. Si un peuple se redresse, le cours de l'histoire peut être bouleversé, même après des décennies de silence et de peur. La chute du mur de Berlin, la fin de l'apartheid, la libération de Mandela. Autant de preuves que l'inéluctable n'existe pas. Mais rien n'est acquis. Ce récit, au fond, est une invitation. À chacun d'écrire la suite, à ne plus attendre le salut d'ailleurs, à choisir la dignité et la souveraineté, ensemble. C'est un appel à la responsabilité collective, à la vigilance, à l'engagement. Pourtant, si l'espoir renaît, les menaces demeurent. Les forces qui profitent de l'oppression n'abandonnent jamais sans résistance. Les réseaux de corruption, les mercenaires de la propagande, les alliés étrangers continuent d'œuvrer dans l'ombre. L'expérience du Zimbabwe post-Mugabe ou de la RDC post-Kabila rappelle que la transition est toujours fragile. Ce moment n'est pas la conclusion d'un récit, mais l'aube d'un soulèvement. Un soulèvement multiple, varié, parfois chaotique, mais irréversible. C'est le début d'un long chemin vers l'autonomie, la justice, la démocratie ancrée dans les réalités africaines et non importée. La crise ougandaise ne se limite pas à la chute d'un despote. Elle résonne comme un signal d'alarme pour tout un continent en quête de dignité. L'Afrique ne s'arrache pas à la soumission par des résolutions dictées de l'étranger, mais par la force de son refus, par l'affirmation de sa souveraineté, par la fierté de ses peuples. Ce que nous venons de traverser dépasse de loin le sort d'un homme ou d'un clan. C'est le destin d'un continent qui se joue. Trop souvent, l'histoire a été écrite sans nous. Le silence des Africains a laissé d'autres tracer les frontières, dicter les lois, décider des rêves à autoriser ou à briser. Rester spectateur, c'est accepter que la soumission devienne une tradition, que la confiscation de nos espérances se prolonge de génération en génération. Mais aujourd'hui, une brèche s'ouvre, celle de l'engagement, celle du refus de l'impuissance. C'est le moment de briser la chaîne invisible, de renverser la table. Écoutez, de Ouagadougou à Kampala, de Lagos à Nairobi, des voix se lèvent. Elles portent la soif de justice, la volonté d'en finir avec la dépendance, l'exigence d'être traité avec respect. La parole d'Ibrahim Traoré, comme celle d'innombrables autres résistants, fissure la carapace de la résignation et trace la route d'une Afrique debout, lucide et fière. Ce mouvement, c'est la promesse d'un nouveau récit, écrit par et pour les Africains. Ce mouvement ne s'arrêtera ni à l'arrestation d'un général, ni à la proclamation d'une sanction. Il vit dans chaque femme, chaque homme, chaque adolescent qui ose déclarer « Cela suffit ». La liberté n'est jamais accordée, elle s'arrache, pas à pas, voix après voix, dans la rue, sur les réseaux, dans les familles, dans les écoles. La révolution commence souvent par un simple graffiti, un mot écrit sur un mur, une chanson fredonnée en secret. Votre parole compte. L'Afrique que nous voulons ne verra pas le jour à Paris, à Washington ou à Bruxelles. Elle prendra racine ici,
chez nous, dans nos choix quotidiens, dans notre rejet de l'indifférence, dans notre capacité à nous unir autour de valeurs qui nous élèvent. Chaque mot, chaque partage, chaque discussion, même modeste, élargit ce cœur qui porte la liberté toujours plus loin. C'est ainsi que se construit la force collective, celle qui renverse les montagnes. Ne sous-estimez jamais la puissance de votre voix. C'est elle qui fissure les empires, qui ranime l'espérance, qui façonne l'avenir. Ce mouvement ne demande la permission à personne. Il existe parce que nous refusons l'inéluctable. Parce que nous savons que l'histoire punit ceux qui baissent les yeux. Rappelez-vous, ce ne sont pas toujours les foules qui font l'histoire, mais la détermination de quelques-uns qui refusent de céder. Alors, faites entendre la vôtre. Abonnez-vous, partagez, commentez, non pas pour des statistiques, mais parce que chaque voix compte. Refuser d'agir, c'est laisser d'autres écrire notre histoire à notre place. Agir, c'est faire le choix de la dignité, de la souveraineté, de l'avenir. Ce moment n'est pas seulement une victoire pour l'Ouganda. C'est l'instant où un continent décide, enfin, de marcher debout. Le chemin sera long, semé d'obstacles, de rechutes, de désillusions, mais il est désormais tracé, guidé par la lumière du réveil africain. Et si demain, l'Afrique écrivait son propre destin, sans entrave, sans chaîne, sans peur? Voilà la promesse d'aujourd'hui. Le combat continue. L'histoire s'écrit, ici et maintenant.